Donc, quand maman est là, tout le monde a envie de se l'arracher. Mais vous savez, avec le psychologue, on a parlé de la jalousie que tout le monde devrait pouvoir ressentir. Et vous nous avez parlé du bien fondé d'un certain degré de jalousie. Et donc, comprenez que monsieur Daouda, vous ne pouvez pas m'arracher ma maman. Il a... Ah, je vous en prie, un peu de quand même. Là, franchement, je n'ai pas pu garder cela et aller ruminer avant de revenir demain. C'est du tac au tac. Il vaut mieux le déclarer. Voilà. En effet. Bonjour, maman. Bonjour, Nectar. Comment allez-vous? Nous allons super bien, maman. Super bien. Je crois que je suis contente de retrouver Émilie. Comment ça va? Bien. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ben, on respire, on sent tous les parfums. Et quand la plus belle des roses est là, mais forcément qu'on peut sentir tous les parfums, quoi. Et comme on aime bien attaquer, le psychologue nous a dit qu'il ne faut pas ruminer, il faut aller à l'attaque. Donc nous allons directement à l'attaque. La première des questions, maman, vous avez déjà dit bonjour, bonne arrivée, hein? Ok, d'accord. Donc, ovaire polykystique, qu'est-ce que c'est? Alors, les ovaires polykystiques, c'est des situations que l'on découvre, on va dire, sur le parcours d'une vie génitale qui a commencé. Et c'est différent du syndrome des ovaires polykystiques. Ok. D'accord? Il y a le syndrome qui commence très tôt avec pilosité, hyperandrogénie, voilà. Et ça, c'est la jeune fille qui a des règles complètement irrégulières. En fait, les ovaires polykystiques, ce sont des ovaires qui, pourrait-on dire, n'ovulent pas. Donc, normalement, il y a un follicule qui est toujours sélectionné chaque mois chez la jeune femme et qui est soutenu par les hormones progestatives et œstrogéniques pour se développer et arriver au 14e jour sous l'égide d'une autre hormone qui vient de l'hypophyse, éjecter son ovule. On parle d'ovulation donc au 14e jour. Eh bien, dans ce cas-ci, par troubles hormonaux, le follicule ne va pas se développer et il va s'enkyster. Donc, ça va devenir un petit kyste qui va rester en bordure de l'ovaire. D'accord? Le mois suivant, pareil. Donc, cette femme-là, elle peut avoir des troubles du cycle, avoir donc des cycles irréguliers par manque d'ovulation, parce que lorsque nous ovulons, nous avons le stroma ovarien, c'est-à-dire ce qui reste dans l'ovaire à partir du moment où le follicule a été, où l'ovule a été éjecté. Le stroma ovarien qui contient le follicule restant se transforme en corps jaune et sécrète la progestérone, qui conditionne la dentellisation de la muqueuse utérine, dentelle vasculaire si je puis dire. Et quand ce stroma va cicatriser au 14e jour, ça prend exactement 14 jours, eh bien, toute cette dentelle va se ramasser, ce qui fait les règles. Voilà pourquoi le cycle est régulier normalement. On a les règles. À peu près 5 jours après, l'œstrogène commence à coloniser un follicule qui va se développer, qui va faire l'ovulation au 14e jour. Ce qui reste dans l'ovaire va sécréter la progestérone et voilà. Donc, le circuit recommence chaque fois. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de sécrétion de progestérone, parce qu'il y a déjà des troubles qui n'ont pas conduit à l'ovulation, ce follicule va s'enkyster, rester en surface parce qu'il s'était développé mais il n'a pas pondu son ovule, donc il va rester en surface. Et cette colonisation fait des petits follicules kystiques, on les appelle à ce moment-là, parce que ça ne correspond pas du tout à la période normale où ils devraient avoir cette taille-là. Donc, ils sont microkystiques parce qu'ils ont moins de 10 mm. D'accord? Et ces ovules-là, c'est des deux côtés, la plupart du temps, ces follicules, pardon, des deux côtés, donc on les appelle des ovaires polykystiques, micro-polykystiques la plupart du temps.
Voilà. Il y a la forme 1 ou la forme 2, macropolycystique aussi, où les follicules sont plus gros. Mais c'est le même traitement. Il faut mettre l'ovaire au repos et restimuler lorsqu'on a envie d'avoir des enfants. Okay. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut réguler par un traitement hormonal œstroprogestatif, ce qui correspond à peu près à prendre la pilule, mais pas pour une intention contraceptive, plutôt pour une intention thérapeutique. Voilà ce que je peux dire sur les ovaires polykystiques. Par contre, le syndrome d'ovaire polykystique se révèle très tôt. Ce n'est plus une question de ponte ovulaire, c'est un problème de troubles hormonaux. Donc ici, on va faire un dosage des hormones. On va remarquer qu'il y a une hyperandrogénie, la jeune fille à la barbe. Voilà, à la barbe, si on peut dire. Il y a une hyperandrogénie, un hirsutisme important. Et donc, il faut la gérer aussi par un apport hormonal qui va mettre le système, enfin, induire une régularité dans le cycle. Et petit à petit, les hormones se contrebalancent. Voilà. Et à un moment donné, l'hyperpilosité va diminuer ou disparaître. Okay. Quelquefois, on a recours au laser. Quelquefois, bon, c'est des problèmes esthétiques aussi qui se posent. Mais même dans ce syndrome polykystique, on peut avoir des enfants. Il suffit d'avoir un bon suivi et au moment où toute la fonction androgénique est déprimée, on peut relancer les ovulations. Voilà. C'est pas très compliqué. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter lorsqu'on vous dit vous avez des ovaires microkystiques ou polykystiques. Il faut se confier à un médecin gynécologue de préférence qui sait quand même de quoi il parle, parce que entre le jeu des ovulations et des non-ovulations, les cycles ovulatoires et non ovulatoires, il y a quand même une gestion à entreprendre. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un message qui dit bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Oui. Maman, à 7 mois, la poitrine de ma femme est toujours très petite, presque rien. J'ai peur pour le bébé. C'est un magasin instantané. Et elle a beaucoup de chance parce qu'il y a des femmes qui ont des petits seins, mais qui donnent des litres d'eau, de lait à leur bébé. Oui, c'est vraiment une production instantanée quand le bébé naît. Okay. Et c'est la succion qui génère voilà. la lactation. Hein. C'est la succion qui génère. Donc, il faut mettre le bébé très vite au sein. Et une fois que le circuit est installé, c'est automatique, voire instantané. Lorsque le bébé suce un sein, l'autre se remplit. Et si l'un est vidé, dans la même période de tétée, il faut mettre le bébé au deuxième sein qui produit du lait frais et que le bébé va pouvoir boire à satiété. Donc, à chaque fois, on doit remettre dans son soutien-gorge un sein qui est un peu affaissé et l'autre qui a commencé à s'engorger. Puis, la prochaine tétée, on recommencera par celui qui n'a pas pu être complètement vidé et on remettra l'autre après. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de développement. Bien sûr, les seins subissent le parcours des hormones aussi, hein, de la progestérone. Donc, tous ces éléments-là se mettent en place. Et les éléments de lactation mammaire, les cellules galactophoriques se mettent en place et se développent. Mais ce n'est pas visuel. C'est automatique et ce n'est pas conditionné par la grosseur des seins. Donc, le papa peut se rassurer, il n'y aura pas de problème. Vous avez dit, monsieur Ataï? Non. C'est bon? Oui, ça va. Merci pour les explications. Alors, je crois que ce message, justement, tombe bien. Maman et monsieur Daouda, vous allez pouvoir intervenir. Il dit bonjour à vous tous, je vous écris depuis le Burkina Faso. Ma femme est décédée en couche et je ne sais pas comment me comporter avec le bébé.
Place au psychologue. Oui, je pense. Bon, je pense que ce monsieur, excusez-moi, et ce monsieur, d'abord, sincères condoléances à lui et courage. Je pense que c'est une situation facile à gérer, comme il a dit. Tout à l'heure, ce que je peux lui dire, c'est de confier l'enfant à un membre de famille dans un premier temps. Il faut une maman, une femme qui a une fois déjà allaité un bébé. On le confie cet enfant. Et au-delà de ça, lui-même, il faudrait qu'il soit accompagné par un psychologue. Un psychologue, et j'ai dit tout à l'heure, une maman qui a une fois été. Mais pourquoi il doit... Parce que ce départ de la maman est un choc pour le père. Et ce choc peut l'amener à ne pas être vraiment présent auprès de l'enfant comme ça se doit. Parce qu'il serait préoccupé par son adaptation. Voilà, il va développer des mécanismes qui vont l'amener à s'adapter et il ne sera pas vraiment présent, concentré sur l'enfant. Soit c'est le contraire. Il va être trop un papa, voilà, qui va trop surprotéger cet enfant. Voilà. Donc c'est des situations qui marquent et qui choquent et qui agissent, qui bouleversent le fonctionnement de l'énergie émotionnelle et psychique de l'être. Donc ce monsieur doit être accompagné par un spécialiste qui doit l'orienter vers les stratégies à mettre en place. Maintenant, par rapport à la suite de l'enfant en termes de maintien, il faut une femme qui va être vraiment proche de cet enfant pour que l'enfant puisse faire son spirale mère-enfant parfaitement, l'attachement de mère et enfant. Je dirais aussi mes sincères condoléances parce que quand ça arrive, c'est vraiment un drame. Et personne ne voudrait que ça arrive nulle part. Mais il y a à dire que depuis qu'on crie, hein, je l'ai dit la dernière fois, à avoir une maternité sans risque, on n'y est pas encore. On est en 2024, on le promettait pour 2000. Donc, à 2030, on sera meilleur, je pense. Mais c'est difficile de subir une séparation au moment où vraiment la vie se promettait d'être belle. On a garni une chambre, on a fait des choses. Donc, ce papa n'est pas en situation de toute façon de culpabiliser, ni d'accuser le bébé d'être arrivé avec, pardon, une tare, un karma spécial. Non. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse l'aider dans l'élevage de ce bébé, mais je crois qu'il doit aussi s'apprêter à accueillir ce bébé comme un bien. Bien à lui, qui le valorise, qui laisse une trace indélébile de cette personne qu'il a aimée. Et ça peut être enrichissant de se pencher vers ce côté-là pour récupérer rapidement. Voilà. L'assistance d'un psychologue se doit être intéressante, je pense. Et il faut qu'il se relève rapidement. Il faut qu'il... Bon, on subit tous les coups de la vie. Donc, il faut avoir une prière forte au cœur pour dire il y a de l'espoir. Tant que j'ai la vie, j'ai de l'espoir. Il faut que cet enfant parle pour sa mère. Je dois tout faire pour lui, etc. Et il se met des défis au cœur et puis ça va aller. Donc, nous l'encourageons vraiment beaucoup. Bonjour, maman. Comment, Bonjour. en 2 questions, gérer la mauvaise odeur due aux infections génitales chez une femme et comment dire à la femme que c'est mauvaise odeur? Je préfère dire ça comme ça parce que si vous avez écrit, il ne faut pas lire. C'est pas évident d'en parler. Pourtant, si on sait qu'il y a des germes qui donnent naturellement des mauvaises odeurs, c'est une odeur de poisson pourri, c'est une odeur catastrophiante, je vais dire. Oui, on ne peut pas tenir devant. Nous, les médecins, on est habitués. Même que quelquefois, on porte le spéculum un peu vers le nez pour savoir s'il y a une odeur de fétidité ou pas. Oh my bon, je vous inviterai peut-être. Oh non Maman, on préfère l'autre invitation, elle est meilleure. D'accord. Et donc,
il faut en parler, il faut parler des choses naturellement. Oui. Chérie, tu ne penses pas qu'on devrait aller voir le gynéco? J'ai l'impression d'avoir... Voilà, ça suffit. Il ne faut pas accuser parce que ce n'est pas sa faute. Les Gardnerella, les germes qui sont capables de donner de telles odeurs, s'attrapent dans un WC mal entretenu, un peu partout. Ce n'est pas des MST du tout. Vous n'accusez pas quelqu'un. Vous lui révélez simplement que vous avez un flair peut-être un peu meilleur. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas se gêner pour sauver quelqu'un. Il faut vraiment le dire en termes... Tu ne penses pas que peut-être il y a une infection qui court? Je ne sais pas si c'est moi, hein, mais j'ai l'impression, chaque fois que nous sommes ensemble, de mal me sentir. Ça, c'est une approche. Maintenant, comment traiter ça? D'abord, il faut enrayer le germe. Donc, il faut l'identifier. Il faut aller au prélèvement vaginal. C'est important. Alors, quand le gynéco l'a demandé, vous avez le résultat. Il y a des traitements locaux, oraux et, on va dire, oraux, oui, généraux. Hein. Donc, on va prendre des comprimés par voie orale pour détruire la part qu'il y a dans les intestins, parce que pour certains germes, le rectum devient le réservoir, comme pour les mycoses. Donc, vous devez, dans cette période, cesser de manger trop de sucre, manger beaucoup plus de légumes pour ramoner l'intérieur de l'intestin et aller à l'essentiel de votre régime alimentaire. Vous devez maintenant faire une toilette externe parce que la pilosité est drue à ces endroits-là. Donc, il y a du sébum dans le follicule. Il faut faire des toilettes de 2-3 minutes à faire mousser et la mousse fait partir les peaux mortes. D'accord? Après, on vous prescrira une pommade pour désengorger tout ça. Vous aurez des ovules localement et le mari aussi aura un traitement par voie orale. Voilà, c'est parce que souvent, il n'a pas de stigmate. Alors, une dernière question, il nous reste 2 minutes, maman. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si on peut boucher l'utérus d'une femme sans faire une opération au niveau du vagin. Ouais, Émilie. Et Weni Pelika. Alors, c'est des expressions qui existent pour dire boucher l'utérus, autovigidote, tordre, etc. En fait, il y a plusieurs stades dans la contraception. Pour qu'elle n'ait plus d'enfants, je suppose. Bon, c'est tout ce qu'il a dit, je ne sais pas. Je suppose, hein, boucher l'utérus sans faire d'opération. L'opération consisterait à mettre une croix sur les trompes. Ça, c'est l'opération. Maintenant, par en bas, on peut mettre un dispositif intra-utérin. Ce sont des petites baguettes en thé souvent qui sont flexibles, qu'on ne sent pas. On le met et il crée un milieu qui n'est pas propice à la fécondation, ni à la migration des spermatozoïdes vers le haut. Voilà, donc il y a ce type de contraception. Il y a le fémidome, qui est un contraceptif de femme, qui est en latex ou en plastique, comme le condom. Voilà. Et si vous allez dans une planification familiale, on vous montrera toutes les possibilités pour vous permettre de comprendre comment les bébés viennent et comment on peut faire quand on ne veut pas que ça vienne. Voilà, tout est dit. Merci infiniment, maman. Numéro de téléphone. C'est moi. Le 90 35 40 94 pour vous servir Myorène. 90 35 40 94. 90 35 40 94 pour vous servir. Donc, on parlait bien sûr du numéro de Maman Ida. Quant à M. Daouda, la promesse est une dette. Demain, il sera là. Il pourra répondre parce qu'on a des questions un peu bizarres. Moi-même, je ne gère pas trop en tant que psychologue assistante. Voilà. Allez, merci à toute l'équipe qui a été avec nous aujourd'hui. On vous aime fort, maman, comme toujours. Bisous, 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 bisous. Et à vous également, très chers amis téléspectateurs. Est-ce qu'on peut boucher Elias sans opération? Allez, bye bye et à demain. Restez sur la chaîne mère.